Chers amis, bonjour. Vous êtes sur le Pitch de l'Historien, votre podcast dédié à l'histoire, aux civilisations et aux questions importantes de notre époque. Nous parlons aujourd'hui encore du pagne et il serait important de connaître le processus d'écoulement de ces étoffes sur les marchés ouest-africains au point où cela va devenir une véritable appropriation culturelle. Un point d'honneur est à attribuer aux vendeuses, vendeurs, grossistes et aux détaillants qui sont des véritables agents commerciaux de ces usines européennes. Il faut remarquer que ce type d'agents commerciaux exercent parfaitement dans le domaine de l'informel. Ce domaine, faut-il le rappeler, est le secteur tertiaire des pays pauvres. Ces vendeuses et vendeurs ne sont pas rémunérés par ces usines ou groupes industriels européens du textile. Pourtant, ils sont les véritables vecteurs de vulgarisation des wax sur les marchés d'Abidjan, de Lomé ou d'Accra, parce qu'ils participent à la création fantaisiste des concepts vendeurs en attribuant des noms, des formes de certificats d'identité aux étoffes qui tient compte des réalités quotidiennes, des faits socio-culturels, des faits divers et même politiques. Il y a des certificats d'identité célèbres et indémodables tels que l'œil de ma rivale, mon mari m'a laissé, etc. Ces vendeuses ne sont pas réellement prises en compte par ces industriels qui contrôlent véritablement en amont la distribution de ces étoffes dans le commerce de détail. Il existe 3 groupes internationaux de distribution. L'UAC, United Africa Company, la CFAO, Compagnie française d'Afrique occidentale, et la CTD, Shah Textile Distribution, qui entretiennent des rapports de concurrence et de partenariat. L'UAC est le réseau de distribution de Vlisco, c'est-à-dire des wax hollandais. La CTD constitue son concurrent direct puisqu'elle est affiliée à l'usine ABC par le groupe Shah. La CFAO a quant à elle une place ambiguë puisqu'elle distribue à la fois des wax hollandais et des wax anglais. La mise en vente des pagnes au détail a bien été étudiée par ces différentes structures de commerce bien implantées en Afrique de l'Ouest pour la plupart. Les périodes de vente sont décidées selon les modalités suivantes. Les périodes de mise en vente concordent avec les périodes de récolte des cultures de rente parce qu'ils savent bien que ces pays vivent encore des revenus de l'agriculture et des revenus de leur vente de cacao, de café, d'EVA et d'arachide, etc. Ensuite, les périodes des grandes fêtes religieuses, musulmanes et chrétiennes, vu que la majorité de ces populations s'est déportée vers la ville avec l'exode rural. La plupart ont abandonné leurs croyances traditionnelles pour les religions importées et solidement implantées dans les villes. Par conséquent, être chrétien ou musulman participe aussi à acquérir le statut d'homme ou femme vivant en ville et il y a le vêtement qui va avec. Chaque année, des dessins déjà connus et populaires sont remis au goût du jour et des nouveautés sont subtilement introduites sur le marché. Et ces nouveautés bénéficient de la force de propagande et de vente des vendeuses et vendeurs africains sur les marchés au détail. Les dessins sont répartis ou partagés selon une démarche de l'exclusivité commerciale à chacun des groupes cités plus haut. Cela signifie que des dessins exclusifs du hollandais Vlisco sont distribués à la CFAO, puisqu'ils vendent des wax hollandais et anglais, et d'autres dessins wax anglais sont exclusivement destinés à UTD du groupe ABC appartenant au groupe chinois Shah. Cela signifie aussi qu'en réalité, ce sont les usines qui décident et attribuent les dessins, de même que ces mêmes industriels ont décidé de nommer ce type d'étoffe wax, qui signifie la cire, identique à la cire des bougies, et le reflet qu'elle donne lorsqu'elle s'écoule sur du textile. 2 fois par an, les industriels européens convoquent tous les représentants d'Afrique d'un même groupe de distribution en leur proposant une dizaine de nouveaux dessins. Ils doivent décider parmi ces dessins ceux qui leur semblent adaptés à leur marché local, ivoirien, togolais, béninois, ghanéen. De retour dans leur pays, ils convoquent individuellement leurs clientes et clients grossistes. Ils leur soumettent 1 ou 2 dessins sur lesquels ils peuvent devenir des distributeurs exclusifs
au niveau national s'ils désirent faire des commandes. Les grossistes de wax en Afrique sont essentiellement des femmes africaines et sont donc qualifiées par le genre féminin. Toutefois, il faut souligner que de manière exceptionnelle, ce commerce est aussi partagé avec des hommes libanais en Côte d'Ivoire. Qui ne se souvient pas des Nana Bands togolaises qui ont su bâtir leur fortune sur le commerce du wax européen dans les années 1970. Le succès des grossistes laisse souvent croire qu'elles ou ils détiennent un pouvoir important dans le choix des dessins, voire même dans leur conception et élaboration. Il n'en est rien. La consultation des grossistes n'a réellement lieu que dans une phase tardive, dans la toute dernière phase lorsque tout a déjà été décidé. C'est seulement à l'issue d'une double sélection de la part de l'usine puis du groupe de distribution que les grossistes sont convoqués. Le choix des dessins dont elles ou ils auront l'exclusivité apparaît donc très limité, presque indépendant d'un réel pouvoir de décision. Les grands couturiers ont construit leur renommée dans l'exploitation des créations à partir des pine wax, contribuant énormément à la promotion des wax. Les plus célèbres, et pour ne citer que ceux-là, Chris Seydou, un de nos contemporains, Gilles Touré, ont su sublimer les hommes et les femmes par leur création sur du wax. Et lorsque les moyens économiques ne le permettent pas, elles ou ils se contentent du wax africain, voire du fancy. Le fancy constitue l'une des principales productions des usines africaines que l'on nommerait Imi-wax parce que les dessins imitent ceux du wax et ils ne sont pas pareils au fancy print anglais. Au lieu de s'éloigner du wax et de présenter des créations autonomes, les usines de production des fancy consacrent la plupart de leurs efforts à l'imitation des wax européens, ce qui assure leur continuité et leur domination. Chaque pays d'Afrique de l'Ouest possède au moins une usine. Certaines présentent une bonne santé économique, d'autres connaissent des difficultés et parfois des fermetures temporaires. Toutes se consacrent à une production très similaire de tissus fancy imprimés par sérigraphie à l'aide de cylindres. La majorité des fancy d'Afrique constituent donc des imitations de wax européens. Les dessins de wax sont copiés. Ensuite, ils y reproduisent les effets que l'on retrouve sur les wax européens par l'impression. Il ne faudrait pas oublier que les wax européens ont aussi reproduit des effets des batiks indonésiens tels que le bubbling et le cracking dont nous avons parlé dans les précédents numéros. Donc pour imiter le wax, le dessinateur doit tenir compte de ces paramètres. La meilleure option est de calquer le dessin en prenant le soin de modifier quelques parties pour éviter la photocopie. À chaque couleur de l'étoffe, y compris l'indigo, correspond un cylindre de sérigraphie. L'effet de bubbling est reproduit en dessinant des petites formes circulaires qu'ils prennent le temps d'isoler à l'impression. Le cracking fait l'objet d'un cylindre supplémentaire. Afin de s'approcher de façon fidèle des marbrures du wax imité, les usines préparent une série de modèles de craquelures de différentes densités, finement tracées à l'encre de Chine. Les marbrures les plus proches du modèle de référence sont alors surimprimées au dessin. Il est relativement facile de distinguer un wax de son imitation en fancy, puisque le fancy n'est imprimé que sur une face, et que les irrégularités des effets de la cire, c'est-à-dire le bubbling et le cracking, sont reproduites de façon identique tout le long de l'étoffe. En outre, la qualité de fancy est clairement indiquée sur le produit avec une étiquette et une inscription sur la lisière du tissu. Le fancy, il faudrait le souligner, ne constitue pas une contrefaçon du wax. Les choix de reproduction dans le fancy de certaines caractéristiques du wax intervient comme une forme d'évaluation des éléments des wax qui offre un ancrage, une appropriation culturelle africaine. Il s'agit d'une forme de sélection des wax qui épouse le mode de pensée culturelle de l'Africain vivant dans des villes. De plus, la sélection des dessins reproduits en fancy reflète quels sont les wax européens qui plaisent le plus aux populations africaines. En ce sens, les imi-wax deviennent des indices d'évaluation de la popularité des dessins de wax.
La production de fancy des usines d'Afrique devient un aspect majeur pour comprendre la place du wax européen en Afrique de l'Ouest. Le fancy africain apparaît d'une qualité bien plus modeste que le fancy anglais élaboré au XIXe siècle, car c'est une étoffe qui se veut d'un coût très abordable. Cependant, sur le plan des dessins, certains types de fancy de Côte d'Ivoire et du Ghana sont un écho de l'ancienne production anglaise. Cette ressemblance se retrouve dans les pagnes à inscription destinés particulièrement aux populations du groupe Akan. Il s'agit par exemple d'étoffes figurant un proverbe et son illustration imagée. Généralement, ces pagnes sont destinées à accompagner les cycles de vie. Et il existe de ce fait des fancy élaborés pour célébrer les différents grands événements de la vie, y compris la fin du cycle de la vie, en l'occurrence la mort. Selon ces contextes, les couleurs des étoffes jouent un rôle majeur dans la définition de l'état d'esprit pour lequel ils sont confectionnés ou imprimés. Les productions sont donc très liées aux événements auxquels ils sont associés. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.